Il est le créateur d'un personnage devenu mythique, Titeuf. 12 albums, plus de 16 millions d'exemplaires vendus. Le premier tome des aventures de ce jeune garçon à la mèche blonde est sorti en 93 à l'époque en noir et blanc. Dans quelques jours, cette première édition sera disponible pour la première fois en couleur. Titeuf plus que jamais à la mode puisque dans quelques mois, il prendra vie sur grand écran dans un film réalisé par son créateur qui est votre invité ce matin, Aymeric. Aujourd'hui, vous recevez le dessinateur Zep. Bonjour Zep. Bonjour. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour redonner des couleurs au premier Titeuf ? En fait, c'était techniquement très compliqué parce que le livre avait été réalisé à l'aquarelle en noir et blanc, c'est-à-dire que tout était en gris. Et il fallait entièrement le redessiner pour le mettre en couleur. Aujourd'hui, avec la technique, on peut partir du gris pour faire de la couleur. Et pourquoi il était sorti en noir et blanc à l'époque ? Vous étiez mauvais en coloriage ? J'étais mauvais. Moi, j'aimais beaucoup faire de la couleur déjà, mais ça coûtait plus cher. Et l'album est paru initialement. Les premières pages sont parues dans un petit fanzine, un petit magazine pour fans de bande dessinée qui n'était qu'en noir et blanc. Et l'éditeur l'a publié comme ça. Quel chemin parcouru depuis 17 ans. Oh là là. Non mais c'est vrai, depuis le premier Titeuf, donc qui s'appelle Dieu, le sexe et les bretelles et qui sort donc le 25 août, voilà, en couleur. Quelques milliers d'exemplaires au départ, simplement pour ce premier volume. Ouais, 3000 exemplaires. 3000, voilà. Tandis que le dernier, c'est en 2008, Le sens de la vie, 1,6 million d'exemplaires mis en place. Waouh. Wow. On s'y attend pas, j'imagine, quand on crée un personnage, d'arriver à de tels sommets. Forcément non, et c'est vrai que j'ai été vraiment chanceux avec ce personnage parce qu'on ne sait jamais pourquoi les gens vont tout à coup s'attacher à le travail d'un auteur ou à un dessin plutôt qu'à un autre. Il se trouve que moi j'avais fait d'autres albums avant Titeuf et dont j'étais content aussi. J'étais particulièrement content de ce personnage et du ton que j'avais trouvé sur cet album. Mais de là à imaginer que ça allait plaire à un cercle plus large que celui de mes amis, c'était inespéré. Ouais. Ce qui est particulier pour Titeuf, c'est que c'est une BD qui parle d'un enfant qui a 8 ans, mais elle n'en parle pas de manière infantilisante. Est-ce que lorsque vous l'avez dessiné pour la première fois, vous avez dit « je veux m'adresser à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux enfants » ? Ou votre public, c'était un public d'enfants ? En fait, quand j'ai dessiné cet album, je pensais m'adresser aux gens qui avaient mon âge, c'est-à-dire j'avais 25 ans quand je l'ai fait, et qui auraient du plaisir à retrouver leur enfance. J'étais là-dedans, c'est-à-dire que j'avais l'impression de retrouver beaucoup de souvenirs d'enfance comme avec une certaine clarté, des choses que j'avais oubliées souvent. Je trouve qu'on a complètement oublié cette période-là, surtout les garçons. Du jour au lendemain, pratiquement, on devient adolescent, on devient adulte. Tout ça, c'est relégué dans des vieux coffres à jouets. Et là, je retrouvais beaucoup de souvenirs très précis sur les émotions de l'enfance. Et donc, j'ai eu envie de dessiner ça comme si tout à coup, j'avais accès à une porte secrète et j'ai dessiné des pages et des pages de Titeuf en l'espace de 2 semaines. J'ai dû dessiner quasi 20 pages de cet album avec une espèce d'urgence. On me disait il faut tout de suite que je les publie parce que ça va se refermer et disparaître. Et je pensais que ça amuserait beaucoup les gens de mon âge aussi de faire ce voyage-là. Je me suis aperçu seulement entre le deuxième et le troisième album qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qui avaient l'âge de Titeuf, qui eux adhéraient à ce personnage et aimaient justement le fait que le ton soit moins condescendant que la bande dessinée enfantine habituelle, où on sent que ce sont des adultes qui s'adressent aux enfants avec une idée un peu lissée de l'enfance, une belle innocence, un côté très pur, alors qu'on sait bien que les enfants sont ni très purs ni très innocents. Au contraire, c'est souvent une bande de salauds de première qui ont envie de faire des choses terribles et de se battre contre tout. Donc vous ne pensez pas que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt ? Non, pour faire un peu de philo à 8h42 sur Europe 1, c'est intéressant. Non, bien sûr que non. Forme de consécration, pour vous, vous êtes jeune, une quarantaine d'années, vous avez déjà une exposition qui vous est entièrement consacrée. Ça se passe à Lausanne, ça a commencé le 19 juin, ça se poursuit jusqu'au 10 octobre. D'ailleurs, c'est une expo, je crois, qui va venir en France. C'est une expo qui viendra à Grenoble après. Donc, c'est toute votre œuvre ? Résumé. Voilà, c'est une rétrospective. J'avais la chance d'avoir déjà le musée national de bande dessinée d'Angoulême en 2005. Et là, c'est une expo qui est encore un peu plus importante parce que c'est le musée des arts décoratifs qui est complet, c'est-à-dire quand même 800 mètres carrés d'exposition. C'était pas mal, quoi. Alors là, pour le coup, c'est vraiment rétrospectif parce que je l'ai recherché des vieilles bandes dessinées chez mes parents quand j'avais 7 ou 8 ans. J'ai retrouvé des petits albums reliés que je faisais en stencil. Et c'est vachement amusant pour une fois de montrer tout, quoi, pour essayer de trouver une cohérence. C'est pas un peu flippant, vous vous dites pas, mais je suis trop jeune quand même pour avoir un hommage pareil.
Effectivement, beaucoup de gens lors du vernissage m'ont dit mais en fait une expo rétrospective, ça veut dire soit qu'on est mort, soit qu'on va arrêter. Mais pour moi c'était bien, c'est une sorte de bilan aussi, se dire voilà j'ai 42 ans, voilà ce que j'ai fait, j'espère faire d'autres choses et d'arriver à être encore créatif. Donc voilà, c'est bien de poser tout ce qu'on a fait à un moment pour redonner un nouveau souffle, quoi. L'exposition s'appelle ZEP, le portrait dessiné, je signale, qui est également un livre qui est sorti, voilà, et catalogue. qui est un catalogue, qui est un très beau catalogue qui résume très bien cette exposition. La musique, parce que certaines personnes ignorent peut-être encore d'où vient votre surnom. Car Zep, non, ce n'est pas votre vrai prénom. Vous appelez pas Zep. Non. Vous appelez Philippe. C'est un prénom très peu courant. Non, effectivement. Ça vient de Led Zeppelin. Voilà. Ouais, on vous l'a trouvé à 12 ans, c'est ça? Une douzaine d'années? Une douzaine d'années, je faisais un petit magazine à l'école qui contenait surtout de la bande dessinée, mais qui parlait aussi de ce qu'on aimait à l'époque, c'est-à-dire, ou ce qu'on n'aimait pas d'ailleurs, c'était un truc très potache, qui parlait des profs, qui parlait de la musique, et le groupe que j'adorais à cette époque-là, c'était les Zeppelin. Donc, ouais. Et donc, vous avez gardé ce surnom depuis cette époque-là, sachant qu'il n'y a pas que Led Zepp que vous adorez, il y a aussi Dylan. Plus Dylan que Led Zeppelin aujourd'hui, c'est j'avoue ça. que les cheveux longs m'ont un peu passé. En tout cas, la musique, c'est votre passion. Est-ce que c'est votre première ou votre deuxième passion? Ça, on va en discuter. Vous avez eu plusieurs groupes. Greg et Zepp, c'était un duo. Il y a eu un autre groupe qui s'appelait Bluc Bluc. C'est un beau nom, ça, Bluc Bluc. Non, mais c'est un nom facile à retenir. Ça, c'est facile à retenir. Et Goldman, à qui vous avez collaboré, puisque vous avez illustré son dernier album, qui date déjà d'il y a presque 10 ans maintenant d'ailleurs, dit que le mystère en ce qui vous concerne, c'est la BD. Il comprend pas pourquoi vous faites de la BD, même si il dit forcément vous avez beaucoup de talent, mais pour lui, fondamentalement, vous êtes un musicien. Que vous vivez, que vous respirez pour la musique. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de se poser la question sur l'acuité visuelle de Jean-Jacques. Mais non, c'est très gentil qu'il ait dit ça. Effectivement, on a l'occasion Vous avez même joué sur scène avec lui. Ouais, exactement. J'ai eu l'occasion de jouer 2 fois sur scène avec lui. Et là, on a travaillé un petit peu ensemble sur le film Titeuf, qui est en préparation, pour lequel lui a écrit de la musique et il a produit 2 titres. Avant d'en reparler dans un instant, la musique quand même, vous auriez aimé faire une carrière de rockstar? Parce que là, vous faites un peu l'inverse. Là, vous êtes dans l'ombre, votre public, vous ne le voyez pas, sauf au moment des dédicaces. En fait, ça me convient beaucoup mieux. Évidemment, quand j'avais 14 ans, j'aurais adoré faire rockstar, je trouvais ça génial. Mais après l'avoir fait rockstar de quartier pendant des années dans des petits groupes où on porte le matériel dans le minibus, je me suis aperçu que la BD, ça me plaisait beaucoup. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de vos 14 ans parce que je lisais une interview dans laquelle vous disiez que vous aviez dessiné aussi un moment pour essayer de séduire les filles. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, il y avait Michael Jones sur cette antenne, il disait moi j'ai fait de la guitare pour essayer de séduire les filles. Alors pour devenir une star, un artiste, faut à un moment à 14 ans dire faut que je trouve le meilleur truc pour séduire les filles? C'est inévitable. C'est ça la motivation première. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'il y ait autant de vocation d'informaticien. C'est pas le cas. Votre film, vous en parliez à l'instant, il est en préparation, c'est un long métrage animé. Il n'y aura pas de numérique. Non. Tout est dessiné. Tout est dessiné, ouais. Et c'est donc l'histoire de Titeuf, c'est quoi exactement? Alors je ne peux pas vous raconter le scénario ici, mais c'est une histoire inédite qui a été écrite exprès pour ce film. C'est une longue histoire, un film qui va durer 1h20. Et avec Titeuf, ses copains, des nouveaux personnages, on avait effectivement plusieurs niveaux de lecture, puisqu'il faut que ce soit un film pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et moi, je suis très content du résultat. Les images définitives commencent à arriver. C'est un processus très très long. Il faut dessiner 24 dessins par seconde. C'est quelque chose qui existe pratiquement plus. C'est du dessin animé, on peut presque dire à l'ancienne, comme le faisait Disney sur Pinocchio. Donc on a Même si Disney s'y remet aussi. Il s'y remet alors que ça avait disparu. Il avait fermé ses studios dessinés, ce qui était vraiment dommage parce qu'on s'est dit à un moment que comme le numérique marchait si bien, la solution c'était d'arrêter l'image dessinée. Moi je pense que l'image dessinée continue à fasciner parce que c'est génial de voir du dessin qui bouge. Alors qu'on le voit bien, moi si j'emmène mes enfants voir un Pixar, ils s'amusent beaucoup, mais pour eux c'est un ordinateur qui l'a fait. Ils comprennent pas le lien avec le dessin. Et la musique sera très importante. Vous avez vous-même composé des musiques pour ce film. Oui. Donc Goldman est venu. Et Johnny. Et Johnny. Johnny va chanter. J'ai eu Johnny en studio, c'est culte ça. Pas mal. Alors comment il va Johnny? Là il allait très bien en tout cas, mais on a enregistré la chanson il y a déjà... C'était avant les problèmes de santé. Ouais, avant les incidents. On a enregistré ça au mois de juillet l'année dernière. Et donc, quel genre de chanson il chante? C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer Johnny sur Titeuf, quoi.
En fait, dans le film, ça passe tout à fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de projection. Titeuf s'imagine grand et il s'imagine forcément comme une espèce de vieil aventurier qui revient de tout. Et il a les traits de Johnny. Donc c'est une espèce de double de Titeuf qui a les traits de Johnny et qui se met à lui parler. Il lui parle avec une chanson rock. Mais ça va être très bien ce film-là. Ouais, ça va être terrible. C'est bien. Dans l'actualité, en ce qui vous concerne, il y a également la série des Happy. Mm-hmm. C'est une trilogie. Exactement. Ça fait classe de dire je fais une trilogie. Donc il y a eu Happy Sex, Happy Girls et bientôt Happy Rock. Yes. Là c'est dans quelques jours, c'est en septembre. Octobre, Happy Rock. Octobre, Happy Rock, d'accord. Sex, Girls, Rock and Roll. Ça y est, c'est la philosophie de votre vie qui est résumée. C'est une bonne philosophie. Il manque Dieu et les bretelles, mais on rejoint à peu près. Alors c'est marrant parce que vous dessinez les aventures de cet écolier, mais le sexe est très très présent. Dans ce que vous faites. Il y a eu évidemment le guide du zizi sexuel, mais il y a le sexe très présent des aventures de Titeuf. Là on voit Happy Sex, Happy Girls. Dans Titeuf, c'était aussi quelque chose de neuf. Quand j'ai commencé, Titeuf et ses copains parlaient de sexe et de sexualité, ce qui était inexistant dans la bande dessinée dite familiale. Pour moi, j'avais pas vraiment de souci de dire est-ce que je suis de la bande dessinée familiale, enfant, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que quand on est un enfant prépubère, on parle énormément de sexualité. Pas tellement parce qu'on est obsédé sexuel, mais parce que ça nous fait flipper. Et donc, on fait plein de gags là-dessus pour se détendre. Donc il y a beaucoup de pages de Titeuf qui sont consacrées à imaginer le pire qui peut se passer. Ça a donné naissance après au guide du zizi sexuel qui a déclenché une exposition il y a quelques années à la Cité des Sciences. Extrêmement bien marché. Et à force de parler effectivement beaucoup de sexualité sous l'angle enfantin, j'ai envie de le faire aussi pour les gens de mon âge. Donc j'ai fait cet album Happy Sex qui parlait là pour le coup du sexe chez les adultes. Et ce qui est très curieux là encore en ce qui vous concerne, il y a beaucoup de choses curieuses en ce qui vous concerne en fait, je me rends compte. C'est que vous réussissez à dessiner, à dire, à écrire des choses très crues, mais qui paraissent jamais vulgaires. C'est quoi votre secret ? Il n'y a rien de vulgaire en fait, le sexe c'est pas vulgaire, enfin ce serait étrange que ce soit vulgaire puisque c'est quelque chose qui est pratiqué par l'ensemble de l'humanité. Donc moi j'avais envie de dessiner ce qui était le réel. Il y a des représentations qui sont vulgaires. C'est-à-dire que quand on en fait une exploitation pour exciter les gens, forcément, on va gonfler que les parties qui intéressent. Et quand on voit des gens avec des bites énormes et des seins énormes, forcément, il y a un côté vulgaire parce que ça représente pas la réalité. Moi, j'avais envie de montrer ce qui était relationnel, ce qui faisait que tout à coup, ça devenait un sujet qui pouvait aussi être marrant parce que ça dérapait par moments. Une dernière petite question, Zep. Est-ce que Titeuf sera éternel ou est-ce que vous avez décidé d'un jour d'arrêter ? Forcément, moi je sais pas combien de temps je vais le faire, mais ce qui est sûr c'est qu'il s'arrêtera quand moi je l'arrêterai. C'est-à-dire que je suis persuadé que il n'y a que moi qui peux faire Titeuf, pas que je sois meilleur qu'un autre, mais simplement c'est moi. Et on l'a bien vu, enfin, je crois que le bon choix pour moi c'est ce qui a été fait avec Tintin. C'est un personnage, on peut trouver plein de recettes, expliquer le succès de Tintin, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est l'œuvre d'un auteur. Et cet auteur, il le dit parce qu'il a sa vie, ses problèmes, ses questions, ses enthousiasmes, et c'est lui seul qui peut faire un livre. Plein de gens peuvent dessiner un nouveau Tintin, mais personne ne peut en écrire un nouveau. En tout cas, c'est un auteur qu'on apprécie beaucoup, et on vous remercie énormément d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1 en direct. Merci à vous. Et je rappelle la réédition du tout premier Titeuf en couleur. Cette fois, c'est pour le 25 août et pour le film, il va falloir patienter un petit peu. C'est pour 2011. Le 6 avril. Merci beaucoup, Zep. Bonne journée. Revoir.